Rebonjour tout le monde. Alors, un petit mot peut-être sur le titre, hein, au cœur de la paire aidance, silence et non-verbalité. Nous allons discuter, notre fille et moi, à partir de notre expérience de paire aidance, en particulier en contexte hospitalier. Lorsque nous venons à la rencontre d'un usager qui est hospitalisé, à moins que cette personne soit un universitaire comme moi, qui aime beaucoup les concepts et parler, il n'est pas rare que les personnes soient plutôt repliées sur elles-mêmes et n'aient pas très envie d'écouter un intellectuel parler d'antipsychiatrie, de Foucault et compagnie. Comment entrer en contact de manière non verbale, avec un vocabulaire qui n'est pas nécessairement celui des mots, des concepts, des cadres théoriques? Alors, et quant à la non-verbalité, je regardais la définition de verbalité. Ça peut vouloir dire deux choses. D'abord, qu'un mot traduise bien une action possible. C'est la verbalité d'un mot, qui est assez clair, qui veut dire qu'il y a une action qui s'en vient. Une autre dimension, c'est plutôt parler un peu, chez nous, on dirait parler pour rien dire, être plutôt verbeux. Et nous, les universitaires, parfois, nous sommes très à l'aise. On aime ça, s'écouter parler nous-mêmes, vous voyez. Mais en contexte d'urgence ou d'unité d'hospitalisation, hein, dans la temporalité de l'hospitalisation, pour l'avoir expérimenté moi-même, si nous venons à l'écoute des gens, la temporalité est complètement différente du multitask. On ne peut pas arriver là avec notre portable d'une main, l'ordinateur de l'autre, un questionnaire à faire remplir, puis à regarder le questionnaire et à montrer, comme les autres professionnels, que nous sommes très, très occupés. Vous voyez? Il faut savoir vraiment s'inscrire dans la temporalité des gens qui sont là. Et certains d'entre vous l'ont probablement déjà vécu. C'est long. On est hospitalisé, des fois, on ne sait pas trop pour combien de temps. On attend l'heure pour aller fumer, même si on ne fume pas. La collation, c'est... Les journées sont scandées d'une façon qui n'est pas comme celle des gens qui travaillent, qui ont des activités. Et puis moi, une fois, ce que j'avais fait, je m'installe à côté d'un usager, parfois sans rien dire pendant plusieurs minutes. On fait comme si nous attendions, par exemple, l'autobus ensemble. Ici, on n'a rien à dire, ce n'est pas nécessaire de parler. Quand on voit que la personne, ça ne l'intéresse pas tellement, bien, souvent, cette personne-là est mieux qu'on ne dise rien. Puis éventuellement, on va dire, on va peut-être souhaiter engager une conversation. Donc, c'est un peu ce dont nous allons parler, comment entrer en relation autrement que par des mots. Alors, ici, on va combiner, il y aura deux parties, à peu près 15 minutes, 20 chacun, peut-être le maximum, pour avoir un échange avec vous, si vous avez des anecdotes à nous partager. Moi, ma partie, c'est un peu, on reprend un article paru en 2024. Le rétablissement, les éditeurs de santé mentale étaient un peu préoccupés, un peu comme chez nous au Québec. Ça fait cette année 20 ans qu'on parle de rétablissement et de paire aidant. C'était en 2005, avec le plan d'action en santé mentale. Et souvent, on me dit, quand je viens en France, « Ah oui, au Québec, c'est bien implanté, la paire aidance. » Mais ici, vous avez déjà avec 17 quand même... père aidant, et au Vinatier seulement, c'est beaucoup plus que dans n'importe quel établissement chez nous. Et moi, je me préoccupe que ce n'est pas tellement enraciné encore. Hein. Puis, on se préoccupait pourquoi, alors que tout le monde devrait comprendre la notion de rétablissement, pour santé mentale en France, était préoccupé, pourquoi ça ne percole pas autant que ça devrait. Et j'ai proposé un article, petit retour, hein, sur les origines du rétablissement. Bien, on l'a dit, les pères aidants incarnent le rétablissement, personnifient le rétablissement. Et le mot « aidance » lui-même est un néologisme. En anglais, ils ont « peer support specialist ». Ils n'ont pas un nouveau mot pour « aidance ». C'est peut-être un avantage pour nous francophones. Derrière « aidant », c'est quand même un concept vraiment nouveau. Et lorsqu'on avait proposé des livres, Nicolas Franck et moi, aux éditions Elvire Masson, il avait bien réfléchi. Un néologisme, il y a des règles de composition pour un néologisme. Et puis, je ne suis pas certain, vous pourrez vérifier que père aidance ou aidance soit dans le dictionnaire, le petit Larousse, le petit Robert ou le Larousse 2025 encore. Donc, c'est vraiment l'occasion, je pense, de façonner une nouvelle approche, un nouveau concept.
Parce que malgré sa reconnaissance mondiale, la mise en œuvre du rétablissement reste difficile. Peu de temps est consacré à sa compréhension en faculté de médecine, de travail social ou de nursing. Moi, j'étais professeur-chercheur dans un département de psychiatrie. Et puis, on voyait les futurs praticiens de la psychiatrie qui étaient supposés œuvrer dans un système officiellement orienté rétablissement, ça fait depuis 2005, et puis qui avaient 0 minute de formation sur le rétablissement. 0. Et on comprend, les études médicales sont déjà surchargées. Si on ajoute un nouveau sujet, il faut en retirer un. Donc, les incompréhensions persistent sur le sens et les implications pratiques. Et souvent, hein, tout doit être evidence-based. Est-ce que ça se pratique? Est-ce que ça se mesure? Si ça ne se mesure pas, c'est bien sympathique, mais nous sommes contraints à la productivité. À moins d'avoir une curiosité personnelle, les étudiants vont venir à des conférences. Ah, Pelletier donne une conférence sur le rétablissement, je vais aller voir ça. Mais ils ne sont pas tenus de vraiment maîtriser le concept. Et en fait, si on revient aux origines historiques, et je prends un peu le contre-pied de Nicolas Franck ce matin, sa première diapo, il commençait avec Pinel et Poussin. C'est bien, parce que c'était du point de vue de la psychiatrie française. Et Pinel lui-même a utilisé le terme de rétablissement dans ses écrits. Mais pour lui, c'était différent d'aujourd'hui. Le rétablissement, c'est ce qui se passait dans l'établissement. Et on ne laissait pas sortir les gens tant qu'ils n'étaient pas rétablis. Aujourd'hui, on est hospitalisé pour une situation, puis on va aider, je pense, à aider la personne à redevenir minimalement fonctionnelle. Et c'est à la sortie de l'hôpital que va recommencer le processus de rétablissement. Donc, c'est un point de vue. Mais un autre point de vue, avec mes collègues américains, chez nous, en 2005, nous avions invité Larry Davidson de l'Université Yale, un spécialiste mondialement connu du recovery, à venir parler du rétablissement à l'occasion de la sortie du plan d'action en santé mentale. Et puis, c'est plutôt sous cet angle-là que nous regardons en ce moment. Et lui, il nous parlait que le recovery, c'est issu beaucoup des mouvements sociaux et émancipatoires des années 60-70. Une position très critique, presque un rejet de la psychiatrie institutionnelle. Et vous connaissez Foucault, Deleuze et compagnie, l'antipsychiatrie. On ne vous apprend rien ici. Puis il y avait aussi l'influence de l'antipsychiatrie, le féminisme, décolonisation, les droits civiques. Et moi qui suis politologue de formation, je n'avais jamais prévu être professeur-chercheur en psychiatrie, vraiment. C'est un drôle de concours de circonstances. Et en quelque sorte, à enseigner l'antipsychiatrie aux psychiatres. Bon. Mais ils n'étaient pas surpris. Hein. Les psychiatres savent très bien que c'est une spécialité médicale qui a quand même sa particularité, comparé à d'autres spécialités médicales, qu'on peut retirer la liberté de mouvement d'un individu. Et c'est une responsabilité très importante qu'on doit exercer avec beaucoup de doigté, de délicatesse. Et donc, il y a ce risque-là, et je pensais un peu les choquer, mais non, pas du tout. Hein, il y a même peut-être une tendance, une crainte, que le rétablissement, sous cet angle-là, soit simplement récupéré par la psychiatrie institutionnelle. Le risque de cooptation, et on parlait, quelqu'un met une plume de plus à son chapeau, là, le recovery washing, on connaît le greenwashing, il existe aussi le recovery washing. Invitons quelques usagers, ou un père aidant, il va être bien content, il ne travaille pas, c'est assis, il va être bien content d'avoir un poste et de contribuer à notre mission à nous. Donc, à l'origine, c'était vraiment un point de vue qui est de grassroots, un mouvement de base, des mouvements qui ont été un peu victimes aux États-Unis d'une psychiatrie très blanche, menée par des hommes, hein, white anglo-saxon protestant, WASP, là. Donc, il y a plusieurs personnes qui ne correspondaient pas à cette définition-là, qui, comme par hasard, étaient plus souvent diagnostiquées de dépression pour les femmes ou de schizophrénie, troubles psychotiques pour les Afro-Américains. Donc, il faut vraiment voir ce mouvement-là assez contestataire. Mais bon, c'est bien, on se rejoint éventuellement, graduellement. Mais un des problèmes est arrivé chez nous, on n'y a pas trop, je pense qu'on n'y a pas réfléchi assez.
comment on a peut-être regardé dans le dictionnaire ou sur Google Translate, je ne sais pas si ça existait là, vraiment en 2005, mais bref, on a vu recovery. Ah, ben recovery, c'est quoi? C'est rétablissement. Et on s'est contenté de ce mot-là. Mais qui n'a jamais entendu ce mot en français? C'est tellement usuel depuis 1000 ans que ça existe dans la langue française que il y a un biais cognitif. C'est certain qu'on dit le mot rétablissement, les gens vont dire « Ah oui, je sais quoi. J'ai souhaité prompt rétablissement à un tel, un de mes amis, on m'a souhaité prompt rétablissement. » Donc, on est certain de savoir de quoi on parle. Et lorsque j'ai commencé ma carrière comme chercheur, justement avec Larry Davidson, qui était mon mentor, et puis, à l'occasion de l'implantation du rétablissement au Québec, c'était un peu mon domaine d'étude. Et il me disait, Larry m'a dit, bien, ça se peut que tu sois parfois déçu parce qu'il va y avoir des professionnels, parfois qui sont installés depuis 30, 40 ans, qui vont dire, bien, a-t-on vraiment besoin d'un nouveau chercheur, là, ce jeune garçon, qui va venir nous dire, c'est quoi le rétablissement? On fait ça depuis toujours. Donc, il y a le mot lui-même, peut-être qu'on aurait pu trouver quelque chose d'autre. Vous voyez, dans certains pays, comme en Norvège, ils n'ont pas cherché à traduire le mot recovery en norvégien. Ils ont gardé le mot recovery parce que là, ça force une réflexion. Ah, un nouveau mot? Ah, je ne le connais pas. Ah, qu'est-ce que c'est? Et là, on va peut-être s'y intéresser. Mais le terme rétablissement ne se prête pas à ce type de réflexion. Donc, une façon de lire l'histoire du recovery, qui serait né aux États-Unis, en fait, au 19e siècle, il y avait déjà les recovery circles. Un de vos compatriotes, Dr. Patrick Le Cardinal, a un peu écrit là-dessus. Et ça a d'abord commencé en dépendance. Et c'est normal ici, on est dans l'hôpital psychiatrique. Nicolas, tantôt, parlait sous cet angle en ajoutant. Oui, on parle aussi d'addiction, mais c'est un peu en second plan. Mais à la base, ça vient bel et bien de la dépendance, en tout cas en Amérique du Nord. Et puis, on le répète, un peu en réaction à la psychiatrie institutionnelle jugée répressive. Désolé, on sait très bien que la psychiatrie a beaucoup évolué depuis, je l'ai vu, là, avec les interventions précoces, depuis une vingtaine d'années. Moi, dans mon temps, ça ne se disait pas « je suis ingénieur et je compose avec mes troubles psychotiques ». On ne mettait pas ça dans la même phrase. Bien, j'avais un étudiant de la dernière promotion de l'Université de Montréal, bien, il est ingénieur et il compose avec ses voix et il s'en accommode très bien. Donc, on vise une approche communautaire de soutien entre pairs. Ça existe depuis toujours, on l'a dit. Et peut-être qu'on aurait dû prendre plutôt le terme « recovery », alors les gens s'y seraient peut-être davantage intéressés. Bon, c'est une suggestion. Mais donc, le terme reste ambigu. Le mot est compris intuitivement, mais souvent mal appliqué. Et a-t-on besoin d'un jeune blanc-bec pour venir nous dire comment pratiquer notre métier? Alors, il faut préciser de quel rétablissement il s'agit. Clinique ou personnel. C'est ce que je conseille vraiment. Lorsqu'on dit « je parle de rétablissement », bien, forçons-nous à spécifier de quel rétablissement nous parlons. Parce que spontanément, les gens en pratique, peu importe leur âge, hein, si on parle de rétablissement, ils vont automatiquement, spontanément penser bien, c'est la réduction des symptômes, le rétablissement clinique. Et ça n'en prend, évidemment. Donc, pour faire la pédagogie du rétablissement, on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas. Des gens comme moi, je me suis fait l'idée, le rétablissement doit venir avec une stratégie de pédagogie, de formation continue. On va radoter, on va le répéter. Ça prend des gens pour en faire la pédagogie, pour former les intervenants à distinguer les approches et à reconnaître l'apport de la subjectivité. C'est les Medical Humanities. C'est un courant assez fort aux États-Unis en particulier. Donc, on a profité un peu de ce mouvement pour avoir un pied dans la porte, mais toujours en essayant de distinguer rétablissement clinique, qui est, oui, moins de symptômes, et rétablissement personnel. L'un peut très bien probablement aller avec l'autre, de pair avec l'autre. La guérison vise la disparition, ou du moins le contrôle des symptômes, et le rétablissement est le contraire du languissement, et non pas de la maladie, de languissement. Dans nos études, on avait interrogé des usagers, dans le temps, à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, qui est devenu un institut universitaire, puis il y avait des gens qui disaient avoir su que la psychiatrie moderne était justement pas ce que j'imaginais d'emblée.
Je pensais que les gens qui étaient là, c'est des gens, là, les usagers qui sont là sont vraiment dangereux, puis il y a des images très négatives des représentations sociales. Je suis certain que plusieurs d'entre vous, lorsqu'ils ont reçu un diagnostic, par exemple, trouble schizophrénique, on s'est dit, oh là là. Alors, nous partageons les mêmes représentations sociales, souvent très négatives de la psychiatrie institutionnelle et des malades mentaux eux-mêmes. Donc, les gens, on se retourne envers soi-même les représentations négatives. C'est un peu l'autostigmatisation. Et donc, c'est un jeune homme en particulier, où il s'est dit, avoir su, bien, je serais venu bien avant, au-devant, j'aurais accepté de l'aide, plutôt que d'être 10 ans à rien foutre chez moi dans mon demi-sous-sol jauni, là, à languir. Ben, j'aurais peut-être pu me mettre en action parce que j'ai été forcé, finalement, je me suis retrouvé à l'hôpital, puis j'ai vu des gens qui me ressemblaient, finalement. Avoir su, je n'aurais pas passé une décennie de ma vie à être en languissement. Donc, le rétablissement, ce n'est pas le contraire de la maladie, c'est plutôt le contraire du languissement. Et ça pave la voie à la nécessité de se mettre en action. Parce qu'en effet, le rétablissement suppose une transformation et sens nouveau à travers l'épreuve. Et souvent, et en particulier en dépendance, l'épreuve comme occasion d'apprentissage et de croissance. Donc, si on revient en dépendance, bon, le terme rétablissement, vous regardez dans le dictionnaire en français, on pourrait penser, je redeviens comme avant. On rétablit nos capacités qu'on avait avant. Et on le souhaite, ça peut arriver déjà un épisode dans la vie assez court. On souhaite à la personne, tant mieux si c'est pas au long cours et qu'elle retrouve sa vie d'avant. On le souhaite. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et en dépendance, souvent, ce n'est pas de retrouver la capacité de beaucoup consommer de l'alcool ou de la drogue. Hein? C'est ça qu'on ne veut pas, justement, redevenir comme avant, quelqu'un qui est capable de consommer socialement comme les autres. On le sait, c'est une maladie. Certains peuvent prendre un verre ou deux et ça va. Mais quand on est dépendant, il y a un mécanisme, c'est la maladie. Pour certaines personnes, on ne peut pas, ça doit être de l'abstinence. Ça ne peut pas être simplement réduction des méfaits. Donc, on ne veut pas revenir à avant. Et c'est l'occasion d'un changement profond qui nécessite la mise en mouvement. Et donc, le rétablissement, l'axe clinique, la réduction des symptômes, on vise sur les outils cliniques. Vous me corrigerez, nos amis cliniciens ont des outils, par exemple, le niveau d'anxiété ou de dépression ou de troubles psychotiques. Bien, on cherche à atteindre des niveaux les plus bas possibles. Et parfois, ces niveaux sont sous-cliniques. Lorsqu'ils sont cliniques, on doit s'en occuper. Et éventuellement, bien, ils vont diminuer. Une fois que c'est suffisamment diminué, notre travail est fait et on passe à un autre patient. Par contre, le rétablissement personnel, l'axe personnel, bien, on vise des scores plus élevés. Un meilleur sentiment d'autonomie, de contrôle sur sa vie, de satisfaction. Ce n'est pas tout à fait la même approche, les chercheurs dans la salle le savent. Mais on n'est pas surpris que pour un individu, les deux aillent de pair. Alors, et ensuite, il y a la dimension collective. Lorsqu'on revient aux groupes historiquement marginalisés, on a bien vu que pour faire changer les perspectives, le déségrégationnisme aux États-Unis, c'était des mouvements sociaux, des milliers, des millions de personnes. On peut voir aussi le rétablissement sous cet angle, et on en a parlé tout à l'heure, l'approche citoyenne, revendiquer des transformations, et sentir qu'on fait partie d'un groupe qui est très nombreux. La première fois qu'on a un diagnostic, on est hospitalisé, qu'on se sent seul. Je suis seul au monde, c'est moi qui est bizarre, là. Surtout si on n'en a jamais vraiment entendu parler, on n'était pas dans ce milieu-là. On se sent tout seul. Et, ce qu'on veut faire, notre fille, on vient venir au-devant d'une personne. Non, tu n'es pas seul. Nous sommes des millions dans le monde. Et nous pouvons être une force et nous avons le droit à cette différence. Et si nous nous réunissons, nous pourrons faire changer les choses. Et parfois, cet engagement citoyen contribue à notre propre processus de rétablissement et d'accomplissement. Donc, le rétablissement collectif est un peu une réponse à la marginalisation et la fragmentation sociale. Comment préserver la portée émancipatoire et collective du rétablissement? Je vous laisse y penser. Peut-être que lors de la période des questions, on pourra en rediscuter. Ensuite, chez nous, dernièrement, on a eu
avec les Autochtones. Marie-Hélène, tu m'aides un peu, la réconciliation et... Journée nationale de vérité et de réconciliation. Avec les peuples autochtones qui ont été eux-mêmes victimes un peu de la colonisation de nous-mêmes, les Québécois blancs, francophones comme moi. Là, nous étions aussi impérialistes chez nous que vous l'étiez chez nous. Et il y avait eu tout ce processus de réconciliation avec la notion de soins culturellement sûrs. Cultural safety. Safetyness, qui nous vient d'une chercheuse à Ramsden en Nouvelle-Zélande dans les années 80, où il y a le peuple maori qui vivait un peu la même chose, qui pour des traitements venaient dans des établissements gérés, et les cliniciens étaient des Blancs et ainsi de suite, donc avec toute cette dimension très horizontale qui comporte une dimension raciale qui est une source de souffrance et certainement pas de soulagement. Et comment les soins axés rétablissement peuvent être respectueux de l'identité culturelle et exempts de rapports de domination. On le voit lorsqu'il s'agit de groupes marginalisés historiquement, mais même pour nous, les personnes en rétablissement, nous sommes peut-être une sous-population. Et lorsque nous arrivons dans un système un peu bourgeois, avec une idéologie dominante très biomédicale, est-ce qu'on peut avoir une compréhension culturelle du rétablissement, avec un vocabulaire qui lui est propre? Et là où je travaille, à Montréal, sur la rive sud de Montréal, en Montérégie, ça couvre la rive sud de Montréal jusqu'aux États-Unis. C'est des portions très, très urbaines, d'autres portions très rurales et des poches anglophones. Et au milieu de tout ça, là, il y a la communauté de Ganawagé, les Mohawks de Ganawagé. Et j'ai eu le plaisir de les rencontrer, discuter avec eux. Et puis, pour voir comment on pourrait mettre en place chez nous un service de père aidance pour notre établissement, qui, pour les jeunes Mohawks, des fois, qui viennent chez nous, qu'ils soient mieux respectés quant à leurs différences. Donc, il fallait les rencontrer, essayer d'établir un dialogue. Et Stéphane Waha était avec nous. Et il nous expliquait un peu toute leur façon de faire, leur cosmologie, comment, par exemple, lorsqu'on sait qu'une femme est enceinte et va accoucher bientôt, il y a une équipe de médecine traditionnelle autochtone qui est prête, qui est en stand-by, pour s'assurer que lorsque le bébé naîtra, que les premiers mots qu'il entendra, que ce soit des mots en Mohawk, pour tout de suite établir un lien avec la communauté. Et aussi la même chose en fin de vie. Et nous, ce qu'on s'est dit, ce qu'on veut faire, c'est quand les personnes sont hospitalisées, par exemple pour la première fois, notre rôle comme père aidant, c'est de leur souhaiter la bienvenue dans notre communauté de personnes en rétablissement. Et avec un vocabulaire qui est celui du rétablissement. Bienvenue, je suis un des tiens. J'espère que tu sens que je suis l'un des tiens, tu es l'un des miens. Et bienvenue dans notre belle communauté de malades mentaux. Non, on ne dit pas ça comme ça. Évidemment pas. Humanisme. Sentir qu'il est le bienvenu. Et on prend le temps d'établir cette connexion-là. Et eux, ils ont un modèle holistique de la santé. C'est fascinant comme modèle. On en a parlé un peu ce matin. Les aspects physiques, mentaux, émotionnels et spirituels, il n'y en a pas un qui prime sur l'autre. Mais il faut s'occuper de chacune de ces dimensions. Alors que notre système québécois, chez nous, même si on sait ça depuis 30, 40, 50 ans, bien, il est toujours de plus en plus axé sur le biomédical. Une fois qu'on a fait notre travail comme établissement de santé, bien, c'est l'aspect physique. Quelqu'un d'autre s'occupera de l'aspect émotionnel et spirituel éventuellement. Mais on sait, avoir moins de symptômes n'égale pas nécessairement être mieux socialement, émotionnellement ou spirituellement. Donc, toujours avec les travaux de notre chercheuse maori, on s'est aperçu, en Nouvelle-Zélande, comme partout, chez les professionnels de la santé mentale, il y a au moins autant de problèmes de santé mentale et de dépendance que dans le reste de la population. C'est une règle de 3. Et la
la pandémie a eu ça de bénéfique, hein, grandement démocratisé. Et c'est certain, à moins qu'il y ait une discrimination flagrante, que chez tous les professionnels de la santé mentale, bien, il y a des gens qui ont eux-mêmes un vécu comme personne en rétablissement, mais ne sont pas nécessairement encouragés à l'utiliser dans leur métier, et même au contraire. Hein. Des fois, c'est proscrit par leur ordre professionnel. Mais en Angleterre, c'est encouragé. Ils ont développé la notion de prosumer, comme pro-consommateur, consumer, hein, qui est usager. Je suis un professionnel et il porte, je pense, une épinglette qui veut dire, mais je suis aussi à l'aise de parler, je suis aussi une personne en rétablissement. Mais là, je suis travailleur social, je suis psychiatre ou sexologue, peu importe, mais aussi, et oui, une personne en rétablissement, et on peut en parler également. Donc, c'est ce qu'on appelle les prosommateurs, ce qui favorise, avec les Maoris, lorsqu'ils reconnaissent quelqu'un, un autochtone qui est employé du réseau public, bien, on va venir au-devant, éventuellement, parler une langue autochtone pour mettre les gens à l'aise, et ça va favoriser la sécurité, le sentiment de sécurité. On a eu, hein, Marie-Hélène, encore une fois, chez nous, il y a quelques années, tout ce mouvement-là, une jeune femme, Échaquan, qui est morte un peu à cause de cette insécurité. Et ça a eu un effet catalyseur incroyable. Là, et maintenant, tout professionnel de la santé est obligé de suivre une formation sur la sécurité culturelle pour les Autochtones. Bref, l'expérience du rétablissement personnel peut favoriser empathie, espoir et transformation des pratiques. Mais s'il vous plaît, aidez-moi à trouver un meilleur mot que prosommateur. Okay. Là, on a le temps d'y réfléchir. Là. On a fait de l'erreur d'endosser trop vite le rétablissement. Alors, c'est peut-être l'occasion de trouver un meilleur mot en français. Et donc, et parfois, établir un contact, bien, l'autre fille, ça serait à ton tour. Hein, ça se fait justement en évitant de parler, avec un vocabulaire. Vous voyez, j'ai déjà trop parlé, je suis moi-même très verbeux. Et comment établit-on un contact? Pouvons-nous parler, savez-vous parler le langage non verbal du rétablissement? Alors, notre fille, à ton tour. Merci. Merci Jean-François pour ta présentation. Merci pour ton invitation de présenter une partie avec toi sur le sujet la pérédance, le non-verbal et le silence, qui est vraiment c'est un espace qui est là, qui est vivant. Et pour revenir sur ce que tu parlais sur le rétablissement, effectivement, pour rejoindre et faire juste un pont par rapport au rétablissement, oui, je me suis pas présenté très rapidement, donc je suis Lotfi, je suis pérédant en santé mentale, ça fait 4 ans que je travaille au sein du Vinatier, donc un pérédant institutionnalisé. J'ai été recruté, formé, et, sélectionné, formé et recruté par l'hôpital. Ça fait 4 ans aujourd'hui. Ma principale expérience en pérédance, c'est à l'hôpital, en institution. J'aime dire, je suis pérédant institutionnalisé. Et donc pour revenir sur cette question effectivement du rétablissement, ce qui m'est venu à la tête en t'écoutant effectivement, oui, le rétablissement c'est un parcours de vie, c'est un parcours de soins aussi, et c'est un parcours personnel effectivement, et avec toutes les dimensions du rétablissement, qu'elles soient cliniques, fonctionnelles, sociales. Le plus important, effectivement, le personnel. Et n'ayons pas peur du rétablissement. N'ayons pas peur de dire je vais bien, je suis rétabli aussi. C'est pas seulement un miroir d'un parcours de soins ou d'un cheminement, hein, d'une histoire d'une vie, d'une anamnèse, d'une souffrance, effectivement. Ça, c'est le contenu, effectivement. Et n'ayons pas peur de prendre cette posture positive et constructive, de dire que je vais bien, je suis rétabli. Et en plus, j'en ai fait mon métier. C'est plus qu'une vocation, c'est une conviction. Et n'ayons pas peur de dire qu'on va bien. N'ayons pas peur de dire qu'on va bien. Et avec nous-mêmes et ensuite avec tout l'environnement qu'il y a autour de nous. Donc il y a nous, notre propre environnement et les autres. Et c'est ce que je partage, moi, dans ma pratique de père aidant, avec mes équipes, avec... voilà, toujours une posture constructive, un peu positive, et il y a des hauts, des bas. J'ai une vie comme tout le monde. Il y a des jours, j'ai des soucis avec la banque, des jours j'ai des soucis avec mon voisin, avec mon postier, avec mon opérateur de téléphone, comme tout le monde. Et peut-être ça va m'impacter un petit peu plus ou pas.
Mais voilà, je voulais rebondir sur ce côté. N'ayons pas peur de dire qu'on va bien et qu'on est rétabli. C'est aidant, c'est positif. On va parler du silence et du non-verbal en pérédance. Ça, c'est vachement important. Et moi qui travaille, donc pérédance santé mentale contractuelle à temps complet ici au Vinatier, je travaille dans les unités d'hospitalisation complète. Là, ça fait un peu plus de 2 ans. J'ai travaillé 4 ans au CMP, donc en ambulatoire aussi, avec très cher cadre de santé Estelle. Et là, je me retrouve dans un nouveau service à Sorea, une 3e ligne, service d'orientation et réhabilitation psychosociale. Donc l'hospitalisation, pour moi, c'est quoi? C'est être au plus près de la clinique, effectivement. Le CMP, c'est une 2e ligne en ambulatoire avec une présence un peu plus de clinique. Et là, aujourd'hui, je suis en train de découvrir Sorea, qui est une 3e ligne. Et là, effectivement, la clinique n'est plus là. Et on n'est plus sur des projets de réinsertion sociale, d'accompagner dans l'ancrage, dans les projets de vie et dans la cité des personnes. Je vous ai mis un petit article qui est sorti, que j'avais publié en 2021 avec le rhizome de Laure Samdara, ici à Lyon. Les visages de l'écoute, une émotion à l'heure. J'ai fait un petit discours pour exorciser, contrer un peu mon TDAH fantôme, histoire que je cadre un peu ce que je vais dire. Donc je vais faire défiler le diapo et je vais vous lire un peu ma réflexion par rapport à ce sujet. Le silence et le non-verbal, la force du non-agir. J'aime bien utiliser le non-agir. La pérédance, c'est aussi ne pas agir. La pérédance aussi, c'est pas que agir, il faut faire, il faut être présent. Voilà, le non-agir, il est présent dans la pérédance. Ok, je commence mon petit discours que j'ai écrit. Donc, qui va suivre la lignée des PowerPoint qui suivent. Donc, parfois dans la pérédance, ce qui ne se dit pas peut être aussi puissant que ce qui se dit. Il y a plein de pérédants aujourd'hui ici, ça va résonner. Hein, ça va résonner. On pense souvent que notre rôle, c'est de parler, de raconter, d'écouter et de répondre. On attend souvent ça de nous aussi, beaucoup. Mais il y a des moments où les mots ne suffisent pas, ou pire, deviennent une barrière. Hein, des fois même trop parler, l'échange n'existe plus, quoi. On se perd un peu aussi. Dans ces moments-là, le silence devient un soin, une présence. C'est un soin, le silence, dans un accompagnement avec une personne à travers ma pratique de pérédance. Un soin, une présence, un espace où l'on n'a plus besoin de se justifier, plus besoin de se raconter, si on ne peut pas ou si on ne veut pas. Un silence qui dit « je suis là, tu es là », c'est suffisant. La pérédance, c'est parfois juste ça, c'est être là, ne pas fuir le vide, ne pas combler l'espace, ne pas remplir à tout prix. Être dans ce qu'on pourrait appeler la force du non-agir, la présence. Ce non-agir n'est pas de l'inaction, c'est une forme d'accueil, d'écoute, de confiance dans le processus. Ça demande du courage. Ça demande du courage. Parce que dans nos sociétés, dans nos métiers, le silence peut gêner. Il peut faire peur, mais en pérédance, le silence est un acte plein. Ça prend tout l'espace. Il dit, tu peux être, tu peux exister, même sans mots, même sans récit. Beaucoup de personnes que nous accompagnons, et parfois nous-mêmes, en tant que pères aidants, portons un silence silencieux, un silence douloureux. Des paroles qu'on n'a jamais pu poser, des émotions trop lourdes ou trop fragiles. Ouais. Dans ces moments-là, c'est souvent le non-verbal qui prend le relais. Un regard qui dit « je te vois », un hochement de tête qui dit « je te crois », un soupir partagé qui dit « moi aussi j'ai traversé ça ». On est dans la relation humaine à travers une pratique de pérédance. Quand les mots se taisent, l'écoute devient un langage. On le traverse, ça. Et ça peut être l'une des choses les plus précieuses qu'on puisse offrir en tant que père aidant. Un espace où le silence est respecté, où le flou il est accueilli, où l'invisible a toute sa place. C'est une autre manière d'être en lien. Moins dans le faire, plus dans l'être. J'ai pas de théorie à vous transmettre aujourd'hui.
Juste un petit rappel profond par rapport à cette posture. Parfois, être là en silence, avec présence, avec humanité, c'est le geste d'aide le plus puissant que nous puissions offrir, nous, en tant que pères aidants, aujourd'hui, dans nos accompagnements et nos pratiques. Voilà, j'ai fini mon discours.